Bonjour. Alors, je vais effectivement vous parler des technologies dans les parcours de soins. On s'y intéresse maintenant depuis plus de 10 ans. En fait, ce sont les patients et les aidants qui nous avaient demandé d'informatiser les programmes de stimulation cognitive et les programmes d'aide aux aidants qui avaient été mis en place il y a plus de 10 ans par Jocelyne de Rotrou, qui travaillait avec nous, avec François Sorette. Et c'est à partir de ça qu'on s'est mis à s'intéresser aux technologies. Alors, pour nous, la technologie, et ça, je pense qu'il faut vraiment insister, parce que parfois, cette critique est posée, l'idée n'est pas de remplacer l'humain. La technologie, elle est pour nous l'outil au bout de la main du professionnel, de l'aidant, du patient. C'est l'outil qui aide l'humain et non pas l'outil qui remplace l'humain. Par ailleurs, je pense qu'il faut vraiment nous y intéresser, et en particulier nous intéresser à nos données, structurer tout ce qui concerne nos données et les technologies associées, parce que, comme vous le savez, de plus en plus, en fait, les patients vont donner en fait leurs données médicales, leurs données personnelles aux grands réseaux sociaux, qui vont mobiliser certainement toutes ces données et qui, vous le savez peut-être, sont maintenant associées à des grandes universités américaines. Donc je pense que c'est vraiment il me semble vraiment important de ne plus être dans le déni et le refus de ces technologies, mais de prendre à bras-le-corps cette prise en charge complémentaire, de l'intégrer justement dans nos parcours de soins le mieux possible, afin que justement elle soit tout à fait compatible avec les modes de soins et puis d'autre part les modes de vie des patients, parce que l'intérêt c'est justement qu'elle soit au domicile. Alors je vous parlerai de 2 points, de cette technologie et de leur intérêt possible, en citant quelques exemples, et puis je vous donnerai quelques éléments d'évaluation, et puis les enjeux, je finirai avec les enjeux actuels. Alors ces technologies, elles interviennent dans les parcours de soins, elles peuvent intervenir en particulier dans ce qui touche à la fragilité, comme on a discuté précédemment, mais également dans les EHPAD, les UCC, et ça peut être tout autant les maladies à un début précoce que des maladies à un stade plus évolué, même à des stades bien sûr terminaux, puisque l'idée est vraiment qu'elles accompagnent ces parcours de soins. Alors là, je vous mets un petit exemple de la façon d'un parcours, en fait, avec le repérage qui peut, est particulièrement valide en ce qui concerne la fragilité, hôpital, médecin traitant, mais également par autoquestionnaire. Là, les technologies, on le voit, peuvent être utiles, papier, informatique, et en plus des structures habituelles, peuvent être faites par d'autres types de structures, par exemple les mutuelles, la Poste, les conseils généraux, donc la possibilité que d'autres structures, en particulier publiques, puissent participer à ce repérage des troubles à des stades très précoces. Alors, cela permet ensuite, comme vous savez, il y a l'évaluation et les interventions personnalisées. Marie-Laure en a parlé tout à l'heure dans les évaluations en hôpital de jour, consultation plutôt de jour et d'évaluation. Et puis, ça permet les plans personnalisés de soins. Et puis, donc, ça va permettre le suivi et le soutien à l'observance à distance. Et donc, ces outils technologiques vont permettre un suivi continu, les alertes, et puis, on va le voir, permettre la communication, le coaching motivationnel et donc l'observance. Alors, je vais détailler un petit peu quel type de technologie. Il y a tout d'abord le grand domaine des technologies de prévention et de promotion de la santé, avec tout ce qui est site d'information en ligne, programme éducatif en ligne, de nutrition, de stimulation cognitive. On en parlait tout à l'heure, ils peuvent être proposés pour des gens qui sont fragiles, mais comme vous le savez, les personnes âgées de plus en plus sont sollicitées et débutent des programmes de prévention bien en amont. Et puis, donc, ces programmes peuvent être suivis par des bracelets, des montres, des applications pour smartphone. Là et souvent les gens nous le disent de plus en plus, c'est justement dans ces situations-là qu'ils confient toutes leurs données à Google, Facebook, Apple, etc. Alors, la deuxième phase, c'est la phase suivante, c'est pour le diagnostic.
Et donc ces technologies, il peut s'agir de batteries de tests informatisés, de dispositifs d'évaluation en réalité virtuelle, de dossiers médicaux informatisés, de systèmes d'information hospitaliers. Je vous ai mis quelques exemples. Et l'intérêt, c'est bien sûr que c'est plus précis, que c'est plus rapide d'exécution et que ça permet d'un diagnostic écologique, c'est-à-dire vraiment dans le milieu ambiant, et ça peut limiter les biais hospitaliers, parce qu'effectivement, si on met des capteurs, si on propose des capteurs pour repérer des petits troubles pour les personnes qui sont à domicile, cela permettra de limiter des biais. Par exemple, on sait bien que dans la mesure de l'hypertension artérielle, il y a des biais quand on est à l'hôpital, quand on mesure à l'hôpital, et quand on est chez soi, on est bien plus tranquille. Alors, un autre exemple, c'est par exemple dans l'utilisation des dossiers informatisés, ça permet par exemple d'avoir accès à différentes bases de données, sous réserve qu'il y ait une interopérabilité entre les différents systèmes. Et donc, du coup, ça va permettre par exemple il y a un très beau projet qui s'appelle Tolbiac actuellement, projet ANR, qui, par exemple, permet de sélectionner, selon un certain nombre de critères, les gens qui pourront bénéficier de tel ou tel essai thérapeutique de façon beaucoup plus facile. Et puis, bien sûr, ça permet également de suivre des cohortes de personnes ayant un diagnostic particulier. Dans le suivi médical, donc pour parler du suivi médical, là, les exemples, c'est bien sûr la télémédecine, et puis de nouveau, l'actimétrie, les capteurs de présence et les chutes, et capteurs de chute qui vont permettre, là aussi, avec un coût plus faible, d'apprécier l'évolution du patient, et puis au domicile, d'agir avant un événement morbide si justement ce capteur permet de montrer un changement par rapport à l'état antérieur témoignant d'une détérioration infraclinique. Bien sûr, l'exemple suivant, et on en a déjà parlé on a parlé lors de l'évaluation de la fragilité en hôpital de jour, de la nécessité de mettre en place des interventions à domicile personnalisées. Et on a parlé des difficultés de l'observance. Eh bien, ces technologies vont pouvoir aider par le biais de piluliers électroniques, par le biais de programmes de nutrition, cognition physique, qui peuvent être ainsi débutés à l'hôpital, après un hôpital de jour, par le médecin, par le professeur d'éducation physique, puis ensuite être continués à domicile par la personne, par le biais de ces technologies, par exemple avec des programmes d'aide à la nutrition, enfin de conseil à la nutrition chez soi ou physique. À titre d'exemple, il y a actuellement un beau projet qui s'appelle Respect, qui est porté par le Gérontopole de Toulouse. Il s'agit d'une petite semelle technologique avec une batterie et qui permet d'enregistrer différents paramètres de la marche et donc justement de suivre ces programmes d'activité physique dans la vie quotidienne du patient à son domicile et lorsqu'il marche à l'extérieur de son domicile. Et donc de voir si ces programmes sont effectivement suivis et de savoir si, en cas de non-efficacité d'un programme, si le programme n'est pas efficace parce qu'en fait le programme n'est pas efficace, ou si c'est parce que finalement le patient n'a pas été observant à son programme, ou on le voit de façon évidente, pareil pour les traitements. Alors on peut faire également des programmes psychoéducatifs pour les aidants. On en a fait un qui s'appelle Diapason à Broca, et puis des jeux sérieux de réhabilitation cognitive, de stimulation cognitive. Vous en avez un autre exemple. Donc l'intérêt, je l'ai dit, c'est d'améliorer l'observance, d'aider le soutien à l'éducation thérapeutique, et on peut même mettre des supports d'ateliers présentiels qui sont moins coûteux qui peuvent être moins coûteux que le fait de faire venir les gens à l'hôpital et de les faire voir, de les faire suivre par des psychologues à l'hôpital par petits groupes. Alors ça peut être aussi non seulement pour la fragilité, mais comme je disais, pour des maladies à des stades plus sévères. Et là, on est plus dans le domaine de la compensation des déficits, dans le domaine de l'assistance cognitive, avec, vous le voyez, des exemples de technologies pour le rappel de tâches, le guidage de tâches. C'est un très beau projet coach.
des robots d'assistance qui peuvent aider les personnes, des logiciels d'activité, des robots compagnons et de communication. À titre d'exemple, on parlait tout à l'heure de l'UCC, on utilise le Paro, le robot Paro que vous voyez ici, et le robot Nao d'Aldébaran, qui est un petit robot, en unité cognitivo-comportementale. Et puis on va débuter en début 2016 une comparaison entre les deux robots pour progresser dans ce domaine qui est particulièrement intéressant. Par ailleurs, un autre projet est également d'évaluer tout ce qui est test personnalisé, test d'évaluation cognitive par des robots. On travaille beaucoup sur les robots. Et ça peut être particulièrement intéressant, une psychologue m'en parlait hier, pour les tests qui doivent être faits dans des situations de, comment dirais-je, extrêmement rigides et demandées en particulier lorsque l'on fait des essais thérapeutiques. Donc, quand on fait des essais thérapeutiques, les tests des neuropsychologues doivent être extrêmement rigides, normatés, et souvent il est demandé aux neuropsychologues de refaire plusieurs fois, s'entraîner plusieurs fois pour faire pareil. On voit bien que ces technologies peuvent aider les psychologues à donner une évaluation formatée de ces tests neuropsychologiques. Alors également, donc en recherche, les exemples, c'est donc ça peut être utilisé, je l'ai dit, pour les dossiers médicaux informatisés, les systèmes d'information permettant d'avoir un grand nombre de données utilisables. Ça peut être utilisé, on peut utiliser les dispositifs de santé mobile, les bases de données médicales et médico-administratives, les données de l'e-santé. Et on voit donc qu'on peut donc avoir un grand nombre de données chez les patients qui peuvent être suivis dans des cohortes, et donc avoir à la fois des données diagnostiques et thérapeutiques de suivi de ces patients. Donc l'intérêt, c'est bien sûr de pouvoir recruter et suivre les patients et d'avoir des données fiables sur l'observance pour l'interprétation des résultats des études. C'était l'exemple des tests qui doivent être normatés et donc qui sont plus faciles s'ils sont faits avec l'aide de la technologie. Alors un point absolument fondamental, c'est les aspects organisationnels. C'est-à-dire que non seulement il y a la techno, mais elle entre dans un environnement, c'est toute la difficulté. Et donc, il va y avoir non seulement la technologie avec le patient, mais il y a Internet, il faut absolument qu'il y ait en lien le médecin gériatre, et quand le patient est à domicile, en général, le plateau de téléopération. Alors, quelles sont les difficultés ? Eh bien, à l'heure actuelle, en fait, on s'aperçoit qu'en termes d'utilisabilité et d'acceptabilité de ces technologies, il y a beaucoup de non-utilisation. Et puis, il y a une grande méconnaissance des professionnels et du public des offres existantes. Là, je parlais plus particulièrement des technologies d'assistance, mais c'est vrai pour tous les types de technologies. Et si, par exemple, on s'intéresse aux technologies d'assistance, on s'aperçoit qu'il y a actuellement vraiment un grand manque de procédures structurées de préconisation, où se renseigner, qui prescrit, qui fournit des services, et on ne sait pas encore qui peut financer. Et puis, on ne sait pas encore quel est le rôle du généraliste, du centre expert, du gestionnaire de cas, c'est-à-dire comment on intègre ces technologies, n'est-ce pas, dans les parcours de soins. Et bien sûr, les aspects éthiques et sociétaux, d'intrusion possible, de stigmatisation, de remplacement de l'humain par la machine sont bien sûr essentiels. Et les aspects coûts et la possibilité de distribuer à tout le monde est fondamentale. Alors, nous, on a monté donc un Living Lab à l'hôpital Broca, qui est plus l'équipe de recherche, une partie de notre unité de recherche. Et puis, on a également un centre d'expertise nationale en stimulation cognitive. Il y en a 3 en France, un sur la stimulation cognitive, un sur la mobilité et un sur tout ce qui est les technologies sensorielles. Et là, leur rôle est plus justement dans la formation, l'information et l'implémentation de ces technologies dans les parcours de soins et dans la vie quotidienne des personnes. Ça a des exemples de gens qui participent, c'est tout à fait essentiel. Comment on développe les technologies ? Eh bien, il faut vraiment partir du besoin des personnes, développer le produit. On teste l'utilisabilité et l'acceptabilité, et il y a des éléments d'itération pour que ces technologies soient adaptées aux besoins des personnes, et puis elles sont ensuite implémentées au domicile et évaluées on étudie en particulier comment elles sont adoptées, quelle est leur efficacité et quelle est leur utilisabilité à long terme.
Alors, il y a une grande complexité à l'heure actuelle concernant l'évaluation, avec en particulier l'évaluation à la fois de l'outil et du processus organisationnel, ce qui pose problème. D'autant plus que c'est multidisciplinaire, hein. Il y a l'ingénieur, le chercheur, l'usager, en général les structures publiques financeurs, les financeurs de ces technologies. Ça va être dépendant du contexte. Et donc, il va falloir faire à la fois des recherches qualitatives, quantitatives, hein, mais également qualitatives, parce que l'aspect sociologique et anthropologique est on ne peut pas s'en passer pour savoir comment ces technologies s'intègrent dans le quotidien, dans la vie quotidienne, au domicile des personnes. Alors juste des exemples pour vous montrer. Il y a des modèles qui permettent, des modèles de théorie de l'acceptation et de l'utilisation des technologies qui permettent, avec un certain nombre de facteurs, de déterminer avec des questionnaires si ces technologies sont satisfaisantes ou non. Donc l'utilité perçue, l'effort qu'il faut faire pour l'utiliser, l'influence sociale, et puis il y a des conditions facilitatrices, hein, comme le fait d'avoir déjà utilisé ou de devoir utiliser la technologie. Et puis bien sûr les aspects légaux et éthiques. Et puis il y a l'anxiété de la personne face aux technologies et l'attitude face à ces technologies. Alors il y a eu un beau papier qui a essayé d'évaluer les technologies, l'ensemble des technologies dans 5 domaines: la télémédecine, les dossiers informatisés, les systèmes d'aide à la décision, les programmes informatisés pour les patients et les aidants et les technologies d'assistance. Et ils ont utilisé la théorie de la diffusion de l'innovation, et en particulier, ils ont évalué les papiers avec 5 points. Quel est l'avantage? Est-ce qu'ils sont efficaces en termes pour les patients, pour les aidants? Est-ce qu'ils sont compatibles? Alors là, ça touche plus les aspects éthiques, en comment ils s'intègrent dans la vie des gens. Ensuite, est-ce qu'ils sont complexes ou non? Est-ce qu'ils sont testables? C'est-à-dire, est-ce que effectivement la personne peut se mettre sur ces technologies et les utiliser? Et l'aspect d'observabilité, c'est-à-dire, est-ce que finalement les gens pensent que c'est utile, quoi. Et donc, à partir de là vient l'intention d'utiliser, l'utilisation réelle. Et donc, ce qu'on voit dans leur papier, c'est que, vous voyez, le haut correspond, outcomes correspond aux aspects positifs. 94, on a là en plus 94, 96, 88, 85, 82, 80%, c'est le pourcentage de satisfaction. Donc on s'aperçoit que sur les effets positifs, on a de bons effets positifs. En revanche, on peut être plus, vous voyez, sur les aspects compatibilité et simplicité, c'est moins bon, 62% et 55%. Et sur les aspects de plus testabilité et puis est-ce que c'est utilisable dans la vie quotidienne, là aussi, c'est un peu moins bon. Mais globalement, on voit donc des données assez prometteuses, et donc on se demande comment progresser. Et les auteurs concluent donc qu'il y a effectivement des aspects très positifs, mais que pour progresser, eh bien, il faut vraiment prendre en compte les besoins de l'utilisateur. Et quand on va mettre en place ces technologies, il faut vraiment qu'elles s'adaptent à l'utilisateur. L'aspect de ce qu'ils appellent d'adaptabilité, c'est-à-dire l'encadrement éthique, hein, est tout à fait essentiel. Vraiment, il faut que cette mise en place des technologies s'accompagne d'un encadrement éthique et légal. Par ailleurs, les aspects de formation et d'information du grand public, mais également des professionnels, est tout à fait à prendre en considération, parce qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment un manque d'information, un manque dans le domaine. Donc, il faut vraiment donner ces éléments-là, définir un modèle de prescription et de suivi. 2 minutes. Hein. J'ai fini là. C'est-à-dire quelles sont les préconisations, pour mettre ces technologies dans le quotidien. Et puis le dernier point, j'en finirai par là, c'est qu'il y a tout un modèle économique à mettre en place, de valorisation, pour que ces technologies ne soient pas, bien sûr, réservées à un petit nombre de gens, mais au contraire à l'ensemble de la population. Je vous remercie.